Il est 8h35 sur Europe 1. Place à la revue de presse, Maxime. Oui, l'heure de la revue de presse avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et comme une odeur de brûlé ce matin dans la presse. Comment éteindre le feu ? Question posée à la une du Parisien aujourd'hui en France. L'affaire Théo, les manifestations de violence qui se succèdent et, disons-le, des articles qu'on a l'impression d'avoir déjà lus 1000 fois. Les banlieues font irruption dans la campagne présidentielle, prévient le Figaro. Mais ce qui frappe ce matin en parcourant vos quotidiens, c'est que plus personne n'ose avancer de solutions miracles, tout juste un peu d'aspirine pour calmer la fièvre. Les quartiers populaires sont un grand corps malade et les médecins n'ont jamais réussi à s'accorder sur un diagnostic, constate le Parisien. Ceux de gauche considèrent que l'origine du mal est avant tout sociale. Ceux de droite estiment qu'il s'agit d'abord d'un problème de délinquance. Avec un résumé cinglant des épisodes précédents sous la plume de Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. De la politique de la ville façon Bernard Tapie, entre envolées théâtrales et paillettes, jusqu'aux petites phrases au Karcher d'un Nicolas Sarkozy. Tous les plans banlieues ont été coûteux et finalement stériles. Jean-Louis Hervois ne dit pas autre chose dans la Charente libre, avec une droite dans la surenchère, comme si un arsenal de guerre pouvait régler le problème, et une gauche qui s'en remet à ses bonnes intentions alors qu'elle a échoué pendant 5 ans. Et pourtant, ces quartiers concentrent tous les défis auxquels doivent faire face les candidats à la présidentielle, constate Christophe Bonnefoy, en termes d'emploi, de délinquance, d'éducation, de formation, dans des zones où le chômage des jeunes flirte avec les 40%. Et quelle autre solution finalement que celle de s'appuyer toujours plus sur ceux, élus, associations, citoyens, ceux qui œuvrent tous les jours pour éviter le délitement, suggère François Hernewein dans La Croix, mieux soutenir ceux qui tentent d'installer la paix civile. Bref, Maxime, 100 fois sur le métier, en amont, et pas seulement lorsqu'il y a des émeutes. Et en filigrane, toujours la question de la pauvreté. Oui, alors que François Hollande prend la parole aujourd'hui devant le Conseil économique et social sur le thème 30 ans de lutte contre la pauvreté, et maintenant, toujours rien, répond Denis Domain dans La Nouvelle République. Oui, je sais, vos éditorialistes n'ont pas trop le moral ce matin, mais c'est une réalité. Le constat dressé sous Giscard s'est installé dans la durée. Il ressurgit à la faveur de cette campagne excédée à fleur de peau, dit-il. Alors on lance les chiffres en l'air comme des tirs de mortier, on se jette la misère au visage. Les pauvres sont des fantassins enrôlés d'office. L'inconvénient, c'est qu'ils sont armés, prévient Denis Domain. Oui, ils sont armés parce qu'ils peuvent voter. Et devinez quoi ? On vous parle beaucoup de Donald Trump ce matin avec la démission de son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn. Mais voici, Jean-Philippe, un autre personnage très observé à Washington. C'est le vieux sage du Sénat, John McCain, héros de la guerre du Vietnam, 80 ans. Celui qui veut contenir l'OVNI Trump, servir de contrepoids, de garde-fou. Et le Figaro nous dresse son portrait ce matin. Alors soyons clairs, le sénateur McCain n'aime pas Donald Trump, ni respect ni confiance. C'est assez réciproque d'ailleurs. N'empêche que les deux hommes sont officiellement dans le même camp, celui des Républicains. Il s'agit donc de surveiller le nouveau président sans trop l'affaiblir non plus. Mission difficile, mais cruciale, raconte le Figaro. Le sénateur McCain peut entraîner derrière lui une grande partie du Congrès. Le personnage est très respecté à Washington et sa vie est digne d'un roman. Il a été pilote dans la marine, abattu, prisonnier, torturé pendant la guerre du Vietnam. McCain refusera d'être libéré avant ses camarades, malgré un père haut responsable dans l'armée américaine. Alors Donald Trump s'est souvent moqué de lui pendant la campagne, préférant les héros qui ne se font pas prendre. Mais le président doit se méfier, prévient un observateur. Il doit tenir compte du facteur McCain. Le vieux sage a des tripes, des principes et de l'expérience. Et oui, finalement, Trump est en train de découvrir que le travail d'un président n'a rien à voir avec celui d'un chef d'entreprise qui donne des ordres, écrit le Figaro. Washington est une ville de compromis, de marchandage. Il faut apprendre à travailler avec le système, même quand on a été élu pour le combattre. Et dans l'actualité, disons plus légère, je suis assez étonné, Jean-Philippe, vous ne nous parlez pas trop dans la revue de presse de la Saint-Valentin. Alors franchement, Maxime, j'aurais pu, parce que des petits cœurs, des amoureux qui se bécotent et des boîtes de chocolat, vous en trouverez un peu partout dans la presse ce matin. Ah oui, et c'est beau. Moi, je préfère vous parler d'un autre mystère, c'est celui du manuscrit Voynich, du nom de l'un de ses découvreurs. C'est le journal La Croix qui vous parle de cet ouvrage du XVe siècle. Le plus énigmatique de la planète, il est conservé à l'université de Yale aux États-Unis. Le manuscrit défie l'entendement. Il n'a pas de titre, pas d'auteur, pas de date. La langue, l'écriture sont inconnues, perdues, inventées, ou il s'agit peut-être d'un code. C'est absolument passionnant. Depuis des siècles, les chercheurs n'arrivent pas à savoir s'il s'agit là d'une œuvre majeure, indéchiffrable ou d'un canular. Si son auteur était un esprit supérieur
ou un être dérangé. Dans ce manuscrit de Voynich, il y a des dessins de plantes, des plantes étranges comme un herbier, il y a aussi des animaux bizarres. Et si la Croix vous en parle ce matin, c'est parce que des Espagnols vont tenter de reproduire à l'identique ce précieux manuscrit, un fac-similé, et peut-être trouver de nouveaux indices. C'est une obsession, nous dit la Croix. Certains sont même devenus fous, car de cette écriture se dégage une impression familière, une sensation qu'elle est à portée de compréhension, et pourtant elle résiste hermétique à toute analyse. Voilà, familière mais incompréhensible, un peu comme une histoire d'amour finalement. Allez, bonne Saint-Valentin quand même. Voilà, bonne Saint-Valentin quand même. Merci Jean-Philippe Ballas pour la revue de presse et à demain.